Bonjour tout le monde. Alors, on continue le cours avec l'écoulement du fluide réel et nous continuons le deuxième chapitre, c'est-à-dire la solution ou quelques solutions des équations de Navier-Stokes pour quelques cas particuliers. Nous avons vu au cours l'écoulement entre deux plans parallèles de grande dimension et maintenant nous allons voir l'écoulement de Poiseuil dans une conduite cylindrique. Cet écoulement est largement rencontré aussi bien dans la nature que dans l'industrie. Alors considérons alors l'écoulement laminaire d'un fluide de viscosité, l'écoulement laminaire d'un fluide de viscosité mu et de masse volumique ρ dans une conduite cylindrique de rayon R posé horizontalement. J'ai mis en rouge ces trois mots parce qu'ils ont une signification ou un impact physique direct sur le phénomène et sur les équations. Alors, laminaire, d'où on peut appliquer les équations de Navier-Stokes au régime laminaire, c'est-à-dire sans perturbation, bien que nous n'avons pas vu au cours la perturbation. C'est le cas le plus simple. De viscosité mu, c'est-à-dire la viscosité est constante, un fluide réel avec une viscosité constante. Lorsque la viscosité est constante, elle peut sortir de la dérivée. Elle peut sortir de la dérivée et les équations deviennent un peu plus simples à résoudre. De masse volume ρ posée horizontalement. Alors, posé horizontalement, le mot horizontalement a un impact direct sur la direction des forces volumiques, c'est-à-dire la pesanteur. Nous allons voir ensuite que signifie ou quel est l'impact de ce mot-là. Voici la conduite, une conduite cylindrique de rayon R très longue et posée horizontalement. Nous considérons alors le système de coordonnées évidemment cylindrique avec l'axe Z, je le note, l'axe Z, d'accord, peu importe, X et Y, peu importe. Alors ce qu'on aura, par la suite, on prend l'axe Z, l'angle θ et le rayon R. Une section ici, une coupe, ça sera un peu comme ça. Bon, je ne suis pas... R et θ. Ou de préférence, j'écris ça c'est le rayon R. Le début, voici, voilà. Et l'axe Z, évidemment, c'est figure. Z, R et θ. Θ, comme on remarque, varie de 0 jusqu'à 2π. R varie de 0 jusqu'à grand R. Alors, ce qui est demandé, on cherche comment varie la vitesse en fonction de R, la chute de pression, et peut-être aussi, on peut voir le coefficient de frottement ou bien le coefficient de frottement. Je note ici que la chose la plus importante, c'est la distribution de la vitesse. Une fois qu'on a la vitesse, on peut trouver tout le reste. Alors, il est inévitable de passer
par les hypothèses. Donc, on est obligé de prendre quelques hypothèses afin de simplifier les équations et permettre une solution ou une résolution aisée. Alors ces hypothèses, on les tire d'ici, de la géométrie et de l'énoncé du problème. La première hypothèse, c'est le régime hypermanent. Pourquoi on dit le régime hypermanent? Parce que dans l'énoncé, il n'y a aucune indication relative au temps. C'est-à-dire, le temps n'intervient pas. Et par conséquent, la dérivée par rapport au temps dans les équations de mouvement de Navier-Stokes est égale à 0. Toutes les dérivées par rapport au temps sont nulles. Deuxième hypothèse, l'écoulement est suivant l'axe de révolution. L'axe Z. Évidemment, si nous avons une conduite cylindrique avec paroi étanche, un tube en quelque sorte, parcouru par un fluide, obligatoirement, l'écoulement va dans le sens de Z. Il n'y a pas de rotation. Évidemment, il n'y a pas de rotation. C'est-à-dire Vθ est égal à 0. Puisque le cylindre, la paroi est étanche, il n'y a pas de trou, il n'y aura pas de V de R. Il reste uniquement Vz qui est différente de 0. Vr et Vθ seront nuls. Aussi, puisque nous avons une symétrie par rapport à l'axe. Une symétrie par rapport à l'axe, c'est-à-dire l'angle n'intervient pas. Et par conséquent, la dérivée par rapport à θ, cette hypothèse-là, si nous avons un cylindre de rayon R, si je me positionne en la moitié du rayon, R sur 2, grand R sur 2, petit r est égal à R sur 2, la vitesse ici, ou la vitesse en R sur 2 toujours, mais un autre angle, la vitesse est la même. La vitesse est la même. La vitesse ici, ici, ou même ici, à n'importe quel point, qui correspond à R, par exemple, est égal à R sur 2, c'est-à-dire lorsque R est fixe, la vitesse est constante. C'est-à-dire, soit θ est égal à θ1 ou θ2 ou θ3, par conséquent, il n'y a pas de variation par rapport à θ. Quatrième hypothèse, la conduite est horizontale. Donc un cylindre horizontal plus faible diamètre par conséquent, ρg est égal à 0. ρg, c'est-à-dire suivant toutes les directions. En effet, d'après la géométrie, il est clair que Gz est égal à 0. Cependant, Gr et Gθ n'est pas nul, mais puisque le diamètre est faible diamètre, on peut négliger le poids ou la variation de la pression à cause du poids. La variation de la pression à cause du poids. On prend uniquement la variation de la pression à cause de l'énergie cinétique. Alors, les équations de Navier-Stokes, j'efface ça, parce que j'aurai besoin pour afficher autre chose. Les équations de Navier-Stokes en coordonnées cylindriques sont les suivantes, suivant R, suivant θ et suivant Z. Avec ces hypothèses, premièrement, régime permanent, donc égal à 0, la dérivée par rapport au temps égale à 0. D'accord? Ensuite,
VR est égal à Vθ est égal à 0. Donc je vais voir, là où il y a VR, elle est nulle. VR et aussi Vθ. Vθ. Parce qu'il n'y a pas de rotation. VR fois quelque chose est égal à 0. dp sur dr plus 1 sur rd VR. La même chose ici, VR. Vθ. VR. Suivant θ, c'est pareil, parce que nous avons Vθ, donc tous les termes sont nuls. Même dp sur dθ est nul, parce que nous avons dit axe symétrique. Symétrie par rapport à l'axe. D'accord. De cette équation, la première permet de trouver que dp sur dr est égal à 0. Ensuite, la troisième équation, là où j'ai VR est égal à 0, là où j'ai Vθ est égal à 0, dp sur dz non, ρ jz oui, est égal à 0, est égal à 0. Vz dvz, c'est pas encore décidé. Vz sur dθ est égal à 0 parce que la dérivée par rapport à θ est égale à 0. Il me reste ces termes-là. Alors, je peux utiliser l'équation de continuité pour simplifier encore ces termes-là. D sur dt est égal à 0. Et tout à l'heure, pour éviter... Voilà. Alors, d sur 2 temps est égal à 0. Vθ est égal à 0. VR égale à 0. Il me reste que, puisque ρ est constante, dvz sur dz égale à 0. C'est-à-dire que, comme je le remarque ici en haut, vz n'est pas nulle, mais elle est constante par rapport à l'axe z. Elle est constante par rapport à l'axe z. C'est tout à fait naturel, l'écoulement ne peut pas accélérer et non plus se décélérer. C'est-à-dire, suivant z, la vitesse est constante et par conséquent, sa dérivée est nulle. L'équation suivant z, nous aurons dv z sur dz est égal à 0 et d2vz sur dz est égal à 0. Ce qui reste, c'est uniquement moins dp dz plus mu 1 sur r d sur dr de r dvz sur dr. Ici, j'attire votre attention juste pour petite chose. Par exemple, si je prends un cylindre vertical, alors si je prends un cylindre vertical, le ρ gz, ça ne sera pas nul. Si nous choisissons le z vers le haut, ça sera moins ρ g. Si z vers le bas, ce sera plus ρ g. Donc il me reste uniquement ces deux termes-là. Je vais les réécrire ici. dp sur dz, parce que, plutôt moins dp sur dz plus le terme est égal à 0, cela veut dire que dp sur dz est égal à ce terme-là. Alors c'est du point de vue mathématique, un terme qui dépend de z, ou une fonction p qui dépend de z est égale à une autre fonction v qui dépend de r. Cette égalité n'est vraie que les deux doivent être égales à une constante, que on note cette constante comme étant a. On peut maintenant résoudre si celle-ci est constante. 1 sur r, d sur dr est égal, je divise, je prends uniquement la première moitié, cette partie-là, c'est-à-dire mu 1 sur r, d sur dr de r dvz sur dr est égal à a.
je divise par mu, ce sera 1 sur R, d sur dr de R dvz sur dr est égal à A sur mu. Maintenant, je multiplie par R les deux membres de l'équation. J'aurai d sur dr de R dvz sur est égal à A sur mu fois R, parce que j'ai multiplié par R des deux côtés. Aussi, puisque maintenant Vz dépend uniquement de R, je peux passer d'une dérivée partielle vers une dérivée totale, parce qu'il ne reste plus d'autres variables, uniquement la variable R. Vz, elle ne dépend que de R. Cette équation, on peut l'intégrer, puisque la dérivée de quelque chose est égale à A sur le R. L'intégrale de la dérivée est égale le terme même. R, l'intégrale de d sur dr de R dvz sur dr est égale à R dv sur dr. L'intégrale de A sur mu R, c'est A sur mu R au carré sur 2. Puisque c'est une intégrale indéfinie plus une constante d'intégration. Maintenant, je divise à nouveau par R pour permettre l'intégration. Je divise par R ici. J'aurai dv sur dr est égal à A fois R sur 2 mu plus B sur R. dv sur dr est égal à A fois R d sur 2 mu plus B sur R. Parce que j'ai divisé les deux membres de l'équation par R. Je peux intégrer dv sur dr, ça sera Vz de R. L'intégrale de AR sur 2 mu, ça donne AR au carré sur 2 fois 2, c'est 4 mu. L'intégrale de B sur R, B c'est une constante, l'intégrale de dr sur R, c'est ln R, plus une nouvelle constante. On détermine les constantes B et C d'après les conditions aux limites. Et quelles sont les conditions aux limites? Nous avons un cylindre, donc à la paroi, R est égal à R pour le petit rayon, la variable est égale, le schéma ici, pour R est égal à grand R, elle varie, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué au début de la présentation, varie de 0 jusqu'à grand R. Grand R, c'est le rayon de la conduite. Pour R est égal à grand R, la paroi étant immobile, le fluide, puisqu'il est visqueux, il s'adhère, il s'accroche à la paroi et aura la vitesse de la paroi. Étant donné que la paroi a une vitesse nulle, alors le fluide qui est en contact avec la paroi aura une vitesse nulle. D'accord? Aura une vitesse nulle, c'est-à-dire l'expression de V2, Vz de grand R est égal à A grand R au carré sur 4 mu plus B log ln de grand R plus C est égal à 0. La vitesse à la paroi est égale à 0. La deuxième condition, il faut que je fasse très attention, parce que j'ai dit que R varie de 0 jusqu'à grand R. Et 0 et grand R, nous avons appartient au domaine, c'est-à-dire nous avons du fluide aussi bien pour R est égal à grand R que pour R est égal à 0. Alors, lorsque je remarque, j'observe cette équation, V z de R, pour R est égal à 0, n'est pas défini, parce que log de R, c'est infini. Log de R, c'est moins l'infini. Log de 0, c'est moins l'infini. Ce qui n'est pas réaliste. On ne peut pas avoir une vitesse est égale à moins l'infini au centre. Le seul moyen pour remédier à ce problème, c'est qu'on doit poser B est égal à 0. B est égal à 0 pour satisfaire la réalité
pour que l'équation représente la réalité du problème. D'accord? Parce que B log de R, puisque nous avons, pour R est égal à 0, il y a un fluide. Puisque B est égal à 0, on peut trouver directement C d'ici. C est égal à moins AR au carré sur 4 mu. Maintenant, nous avons déterminé B ici. B est égal à 0 et C est égal à moins AR au carré sur 4 mu. On peut remplacer dans l'équation 2Vz de R. Voici Vz de R qui est un profil parabolique. On fait sortir le A sur 4 mu, R au carré, moins petit R au carré, qui est un profil parabolique qui satisfait bien les conditions aux limites. Pour R est égal à grand R, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, la vitesse est nulle. Ensuite, elle augmente jusqu'à son maximum pour R est égal à 0. Alors, à cause de la viscosité, la vitesse à la paroi est nulle, parce que la paroi est immobile. Ensuite, il y a une couche, dans cette couche-là, l'effet de la viscosité est important, le gradient de vitesse est très grand, et la vitesse augmente jusqu'à son maximum au centre. Pour avoir un VR positif, on remarque, quel que soit R inférieur à R, parce que R varie de 0 jusqu'à grand R, il faut que A soit négatif. Il faut que A, puisque R au carré moins R au carré, est toujours positif. Pour que la vitesse soit positive, il faut que le A est négatif. Alors effectivement, ça reflète bien la réalité, parce que A est égal à dP sur dz, qui est la chute de pression. La chute de pression, l'écoulement perd de la pression en parcourant la distance, c'est négatif. On peut trouver aussi le débit volumique. Le débit élémentaire est égal, c'est dQV est égal à Vz de R fois ds, avec ds est égal, à 2πr dr. Voici ds. Ça, c'est la distance dr. Et ds, ce sera 2πr. On remarque ici ds qui est perpendiculaire à Vz. On prend la section perpendiculaire à Vz, parce que nous avons un produit scalaire. On remplace ds dans l'expression QV est égal à V de R, je remplace V Z de R ici, ds par 2πr, ça c'est dQV. Donc QV, c'est l'intégrale de 0 à R de Vz de R fois 2πr dr. Je remplace Vz par son expression, je remplace le 2π va sortir, A sur 4 mu aussi va sortir, avec un signe moins, il me reste R au carré moins R au carré. L'intégrale de R au carré moins R au carré, c'est R au carré fois R moins R puissance 3 moins R puissance 3 sur moins R puissance 3 sur 3. Alors, lorsque R varie de 0 à grand R, je remplace, ça sera grand R puissance 3 moins R puissance 3 sur 3. Je factorise et je trouve enfin moins pi A sur 8 mu R puissance 4. Sachant que A, comme je l'ai dit tout à l'heure, A c'est la chute de pression, c'est dP sur dz. J'ai noté l'axe Z et non pas X. D'accord? L'axe Z et non pas X. Et R est égal à D sur 2. Je remplace R en fonction du diamètre. J'aurai QV en fonction du diamètre
c'est moins pi sur 128 mu, dp sur dz, d puissance 4. Je vais remplacer r est égal à d sur 2. Donc d au carré, d sur 2 puissance 4, ça donne pi sur 128. 8 fois 16, ça donne 128 mu. Alors ensuite, delta P, c'est P1 moins P2. Delta P, ou encore V, la vitesse moyenne ou débitante, est égale à QV sur S. Nous avons l'expression de QV, et S est égal à 2pi. S, c'est la section de passage. Pi grand R au carré. Et dp est égal à pi en z. C'est-à-dire j'ai nommé l'axe z et non pas x. Donc on va, pour ne pas éviter de ne pas réécrire tout cela, peu importe z1 ou x1, c'est la même chose, puisque j'ai peur que quelqu'un me s'accroche. Alors, la perte de charge est proportionnelle à la distance parcourue. QV est égal, présenté, alors QV est égal P sur 128 mu, delta P sur L d4. C'est la formule de Poiseuil. On cherche delta P en fonction de QV. Delta P égale 128 mu L Vm S fois sur PD puissance 4, soit PR au carré, ou bien PD au carré sur 4. On aura au final 32 mu L fois Vm sur D au carré, avec Vm est égal à QV sur S, et le S c'est pi R au carré. D'accord? On fait apparaître le coefficient de perte de charge en régime laminaire, et il est d'usage d'exprimer, comme je l'ai expliqué la fois passée pour le cas d'un écoulement de plan, il est d'usage d'exprimer la perte de charge en fonction de la pression cinétique de l'écoulement dans la conduite, et la pression cinétique est générée par le mouvement qui correspond à l'énergie cinétique par unité de volume, et s'exprime 1/2 de rho Vm au carré. Souvent, alors delta P est égal à cette expression que nous avons trouvée. Alors, nous réarrangeons cette équation pour faire apparaître, c'est-à-dire nous multiplions par rho et division par rho pour faire apparaître le Reynolds d'un côté. Alors on aura cette expression qui est celle-ci, 32 fois 2 c'est 64, qui est égale à 64 sur etc. Là, ça donne au final rho fois Vm fois D sur mu, c'est le Reynolds. C'est le Reynolds qui donne 64 sur Reynolds, N sur D. Alors, fois la perte de charge est égale fois 1/2 de rho V moyenne au carré. On remarque que la perte de charge delta P est inversement proportionnelle à Reynolds, inversement proportionnelle au diamètre et proportionnelle à la longueur. Au régime laminaire, souvent, donc dans le cas d'une conduite cylindrique, le coefficient de perte de charge est égal à 64 sur Reynolds. Souvent, on exprime delta P ou delta H est égal à lambda fois la vitesse moyenne au carré sur 2G fois L sur D. Fois L sur D. C'est l'équation
de Darcy. On présente ici le diagramme de Maudet qui permet de frottement. Voici le régime laminaire qui correspond à 64 sur Reynolds. 64 sur le coefficient de perte de charge lambda qui varie de 0 jusqu'à voilà, bon, sur ce diagramme-là, la valeur maximale est de 0,1. Et suivant l'axe des X, nous avons le Reynolds. Cette limite correspond à 2300. Cette limite 2300, c'est-à-dire Reynolds ici, est égal à 2300, qui est le passage du laminaire vers le passage du laminaire. Nous avons la partie laminaire, c'est ça. Ensuite, il y a une transition entre les deux. Puis, il y a la partie turbulente. Pour un écoulement turbulent, le coefficient de perte de charge et les fonctions du Reynolds et aussi de la rugosité de la paroi. De la rugosité de la paroi. Encore la rugosité relative, c'est-à-dire epsilon sur D. Avec epsilon, c'est la rugosité relative. Si nous avons le Reynolds et la rugosité de la paroi, par exemple, je prends 0,01, tirer directement, par exemple, une valeur de Reynolds ici, avec 0,01, je projette suivant, voilà, suivant l'axe. On peut voir l'équation de Bernoulli généralisée. Si nous avons un écoulement dans une conduite avec différentes longueurs et différentes sections, l'équation de Bernoulli, il n'y a pas de perte de charge. C'est-à-dire l'énergie totale en A est égale à l'énergie totale en B. Cependant, l'équation de Bernoulli généralisée, la pression totale ou l'énergie totale, la pression totale en A est égale à la pression totale en B plus la perte de charge. La perte de charge qui est la somme des pertes ce qu'on appelle linéaires, celle que nous venons de la voir dans le transparent précédent, c'est-à-dire lambda L sur D, 1/2 de rho V au carré. On remarque ici que la perte de charge est exprimée en unité de pression. Parce que toute l'équation, pression plus, etc., une unité de pression. Puisque nous avons plusieurs tronçons, L1, L2, L3, etc., c'est-à-dire la perte de charge suivant le tronçon 1, plus tronçon 2, tronçon 3, etc., plus la perte de charge singulière. Que signifie la perte de charge singulière? Lui de mouvement, il va perdre de la pression, c'est-à-dire de l'énergie, aussi bien le long de la conduite à cause des frottements avec la paroi et entre les particules aussi, et encore plus, c'est dans les singularités. Les singularités, c'est-à-dire qui sont dues à la variation de la géométrie. Variation de la géométrie, vous avez élargissement brusque, élargissement graduel, rétrécissement graduel, coude, etc. Dans ces zones-là, l'interaction entre les particules elles-mêmes d'un côté et entre les particules du fluide et la paroi augmente, ce qui conduit à une perte supplémentaire d'énergie. On appelle ces zones-là les singularités. Alors on a des pertes de, c'est pour cela on les nomme pertes de charge singulières qui sont exprimées par singulière H S delta HS est égal F rho, il n'y a pas de V au carré sur 2, avec F
c'est le coefficient de perte de charge dans les singularités. Par exemple, ici j'ai F1, j'ai ici F2, oui, etc. J'ai ici F dans le coût, F du coût, etc. Ces coefficients-là, les coefficients de perte de charge, en général, il y a un moyen pour les calculer pour les géométries simples, mais en général, on les prend directement à partir des tableaux qui permet de donner le coefficient pour chaque singularité. Chaque singularité. Alors sur ce, je termine cette vidéo. J'espère que vous avez bien saisi. Et merci de votre attention.